à partir du moment où on commence à être dans la machine, eh ben, on est, il faut que ça avance. Alors que la naissance, s'il y a bien un endroit où normalement on devrait pas avoir le contrôle, c'est bien celui-ci. Alors que là, de plus en plus, on déclenche, de plus en plus, on veut gérer et contrôler ce temps, à savoir même quand est-ce qu'un être va décider, va naître. Alors que je pense que fondamentalement, pour la construction individuelle, faire le choix de naître, de naissance, c'est quand même déjà un premier choix qui nous permet d'arriver avec une certaine énergie, une certaine vitalité. Et voilà, les étoiles s'alignent. Voilà. Et de quel droit quelqu'un d'autre pourrait en décider. Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cet entretien avec une doula que j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Nexus. Nous allons aborder l'importance de la naissance, de respecter la naissance dans la vie pour bien commencer la vie et aussi en quoi c'est important pour la société tout entière. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur à Nexus et nous voulons le développer aujourd'hui avec une doula qui fait ça depuis 14 ans. Erika Rivolier, que je vais recevoir sur le plateau. Mais avant cela, je voulais vous inviter à soutenir Nexus, qui est le sponsor de toutes ces émissions en accès libre. Voilà, le seul magazine sans publicité et sans subvention disponible en kiosque, que vous pouvez retrouver aussi sur nexus.fr. Et c'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous diffuser une information libre et indépendante et des contenus en accès libre comme celui-là. Donc n'hésitez pas, notre indépendance dépend de vous. Tout de suite, je reçois Erika. Bonjour Erika. Bonjour Marc. Je suis content de te recevoir pour un sujet qui nous tient à cœur, qu'on a commencé à défricher à Nexus. On a interviewé entre autres Michel Audin il y a quelques semaines, qui est décédé par la suite. Il était très âgé, c'était un peu le pionnier, l'ambassadeur de ces sujets-là. Il était obstétricien et il avait compris l'importance d'aider les femmes à bien faire naître leur bébé dans les meilleures conditions possibles. On appelle ça des conditions physiologiques. Et nous avons aussi eu le plaisir de recevoir des sages-femmes, entre autres Sidonie et Maïti, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube en accès libre, dans les vidéos. Et nous n'avons pas reçu encore une doula. Alors déjà, quelle est la différence entre une sage-femme et une doula? Déjà, Marc, merci de me recevoir. Je suis très touchée et honorée aussi d'être là avec toi dans ces studios de Nexus. Juste une petite parenthèse, je pense que je garderai gravé vraiment très très chaleureusement cette soirée incroyable que nous avons vécue ensemble le 5 septembre. C'était un événement hors du commun. Pour les 25 ans de Nexus. Pour les 25 ans de Nexus, parmi nous. J'étais parmi vous et je pense que tous ceux qui étaient là, ils vont garder ça très très chaleureusement dans leur cœur toute leur vie. Et j'invite ceux qui nous suivent et qui voudraient vivre ou revivre l'expérience de cette soirée à bien s'abonner à cette chaîne parce que nous allons mettre en accès libre les images en intégralité des conférences et de cette soirée. Magnifique. Pour prolonger et partager encore plus le bonheur. Alors, la différence entre une doula et une sage-femme, c'est une question fondamentale. Et souvent, en effet, il y a des confusions encore aujourd'hui. Donc, merci de poser cette question. Et je vais essayer d'éclaircir au maximum. Donc, on fait vraiment des choses... Enfin, on est très différentes sur le terrain, mais aussi dans la posture. Donc une sage-femme, c'est une personne qui a été formée, médicalement formée, qui a fait une formation. Il y a maintenant un tronc commun avec médecine, et puis après 6 ans d'école. Donc c'est une formation médicale très importante, et voilà, c'est pas rien, c'est une profession médicale. Les doulas ne sont pas formés médicalement. Donc c'est toute la différence. On apporte un soutien tout autre, mais en aucun cas un soutien médical. C'est important de faire cette distinction, puisqu'il y a peut-être des femmes qui veulent se faire accompagner de doula pour faire un accompagnement de naissance à domicile. Effectivement, c'est 2 profils différents, mais ça se complète finalement. La sage-femme et la doula,
Alors toi, quel est ton rôle, vu que ce n'est pas l'aspect médical à proprement parler, qu'est-ce qui fait qu'une doula peut prétendre être doula? Est-ce qu'il y a un cursus? Et en quoi est-ce que ça peut être complémentaire du travail de la sage-femme? Alors, il y a différents cursus. Je pense qu'il y a avant tout un savoir-être. Et puis ensuite, il y a évidemment un savoir-faire qui est possible de développer en fonction aussi de ses aspirations, de ses qualités, de ses affinités. Il y a des écoles qui se sont créées de plus en plus, qui ont fleuri, et qui ont vu le jour et donc qui forment de plus en plus de doulas. Et donc, on est là vraiment sur le terrain. J'ai l'impression, un peu comme un fil conducteur, un continuum, un fil rouge qui pourrait être tendu depuis même la préconception, ce désir de parentalité, de devenir parent, de concevoir. Ensuite, pendant la grossesse, possiblement aussi pendant l'accouchement, et puis ensuite en postnatal, pendant cette période du postpartum ou du postnatal, plus, à voir jusqu'où on va accompagner. Mais donc voilà, ça crée un lien, on va dire, dans un continuum comme ça. Après, ça dépend à quel moment la famille ou la maman a pris contact avec nous. Mais on va dilater le temps et la relation va petit à petit se créer, une relation d'intimité, de confiance avec les parents. Alors que peut-être la sage-femme, elle est là de manière plus précisément pour construire et préparer la naissance en tant que telle. Alors, il y a des sages-femmes qui sont libérales et qui ont une approche un peu plus globale et qui vont pouvoir faire un accompagnement aussi plus personnalisé, avec une approche un peu plus psychologique aussi, évidemment physiologique. Ça, c'est aussi selon leur formation. Il faut voir que les écoles de sages-femmes ne forment pas spécialement à la physiologie. Donc, c'est aussi, je pense, une démarche personnelle de certaines sages-femmes qui veulent avoir cette dimension-là, alors que dans leur formation, elles sont plutôt formées à pouvoir gérer toute forme de situation, notamment des situations pathologiques. Et d'ailleurs, on voit, comme tu disais, il y en a très peu qui s'orientent sur la physiologie et il y en a très peu qui s'orientent, les sages-femmes, vers l'accouchement à domicile. C'est vraiment une espèce en voie de disparition. Il y a 100 sages-femmes dans toute la France qui font des accouchements à domicile. Oui. Pour la population qu'on a, ça paraît dérisoire. Oui. Comment tu expliques cela et combien il y a de doulas en comparaison à l'échelle de la France, à peu près, ce qu'on sait? Bonne question. On est en train justement d'essayer d'avoir un peu des chiffres autour des doulas formées. La première question, donc, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de doulas, de sages-femmes, qui se prétendent sages-femmes à domicile, on appelle AAD. Tout simplement parce qu'en France, il y a une réglementation quand même très, très particulière et qui les contraint dans un cadre assez strict, assez rigide quand même. Pour cela, elles doivent quand même avoir une assurance qui leur permet de faire leur métier aussi en toute sécurité. Et cette assurance, je ne sais pas si tu t'imagines à quel montant elle est élevée, mais c'est exorbitant. On m'a pas donné de chiffres, ouais. Mais les sages-femmes à qui j'ai posé la question m'ont dit que c'était exorbitant, dissuasif. Voilà. Ça tourne autour des 23 000 € par an. Ok. Donc, c'est pas donné. C'est pas donné. Et donc, une sage-femme qui pratique l'accouchement à domicile, forcément, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé
et c'est une militante déjà de base. Et elle prend des risques parce que forcément, elle ne peut pas s'auto-assurer que tout aille bien. Et généralement, elle crée des partenariats avec des structures qui vont forcément imposer une forme de protocole auquel elles vont se soumettre, ou en tout cas composer avec. Et donc voilà, tout ça, c'est aussi des compromis, et c'est pas si évident, je pense, de pouvoir travailler et d'œuvrer librement en fonction de leurs aspirations, de leurs croyances. Et de l'autre côté, en termes de nombre, combien il y a de doulas en France ? Alors, on a fait une réunion européenne des EDN récemment à Lille, et on tournait autour de, je suis pas très forte en chiffres, mais je pourrais revenir sur ces chiffres. Je pense qu'on était environ 350-500 présentes. Après, voilà. On peut être formé, on peut se dire du jour au lendemain doula, sans forcément avoir suivi une formation, mais simplement se dire j'ai suffisamment de connaissances, d'expérience, parce que l'expérience aussi on l'a fait avec notre vécu, notre histoire aussi. Et toi par exemple, qu'est-ce qui a fait que à un moment donné tu t'es déclarée doula ? Est-ce que tu as passé un diplôme particulier ? Est-ce que tu as fait une école ? Alors oui, j'ai fait une école. C'était au tout début d'ailleurs de cette école. Elle venait de naître, cette école. C'est une école qui s'appelle École Yoga Doula. Donc elle a une spécificité dans le titre déjà, c'est qu'on va combiner la sagesse du yoga au service de la périnatalité. Donc c'est déjà une spécificité en soi, et ça va apporter une variation, évidemment. La doula, elle n'a pas forcément besoin d'avoir de compétences particulières, si ce n'est de l'empathie, de l'écoute. La doula n'aide pas à l'accouchement, déjà. On peut dire ça. La doula n'aide pas à l'accouchement. Si, bien sûr. Ah, donc elle peut aider à l'accouchement. Elle peut tout à fait aider et être présente à l'accouchement, mais à partir du moment où elle est là, elle a une posture pour soutenir l'espace. Et à qui appartient l'espace de la naissance ? Bon, déjà à la maman qui va donner naissance, donc c'est elle qui va choisir aussi de créer sa team, de quoi elle va avoir besoin, de qui elle va avoir besoin. Et si ça se passe à son domicile, évidemment que c'est aussi en relation avec la sage-femme qu'on va créer cet espace. Et à ce moment-là, la doula, elle est au service de la mère, mais aussi de la sage-femme, du partenaire, du père, évidemment du bébé qui est en train de se préparer à venir, et peut-être de la famille élargie s'il y a des aînés qui sont pas loin. Donc en fait, elle va être dans une disponibilité et une disposition à soutenir l'espace de manière à ce que ça soit à la fois sécure, chaleureux, soutenant, et oui, c'est sacré, un espace sacré. Oui, on sent qu'il y a vraiment un aspect sacré dans l'approche de l'accouchement à travers le regard de la doula. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus sacré là-dedans ? Et c'est vrai qu'on voit l'accouchement de manière très médicalisée à l'hôpital. Est-ce qu'on peut vivre un accouchement de cette façon-là, on va dire, avec cette dimension sacrée, dans des espaces cliniques ou hôpitaux, tels que ceux-là ? Oui, c'est en tout cas la recherche et la démarche de pouvoir créer un moment suspendu, un moment spécial, un moment en conscience surtout. Et bon, dans un hôpital où on enchaîne les maternités, où on enchaîne les naissances et les accouchements, et des fois, le personnel n'est pas forcément enclin d'être dans cette
conscience-là et à l'écoute du projet de naissance des parents qui ont peut-être envie de créer, parce que pour eux, si on va avoir un enfant, 2 enfants, peut-être 3, enfin voilà, j'en ai eu 4, mais disons que ça reste un moment exceptionnel de donner naissance. Donc, comment amener de la sacralité et surtout accueillir un être sur Terre, un être qui fait un chemin incroyable, qui vient de l'obscurité et qui va arriver dans la lumière, qui va être sous l'emprise d'un coup d'un seul à la gravité. Enfin, il y a tellement de paramètres que l'on oublie parce que nous, on est là dans cette vie et ça y est, on est pris dans la matière, alors que eux, ils arrivent d'un grand mystère. Donc, comment redonner la place à ce mystère? Comment redonner une dimension, oui, de douceur, de beauté, parce que ce passage, c'est un rite de passage, la naissance. On ne sait pas ce qui est en train de se vivre, puisque on a oublié, n'est-ce pas? C'est ce petit signe là entre le nez et la bouche Ouais. Oui, Ça représente quoi pour toi? C'est ce mystère justement. Chut, on va pas en dire plus. On ne sait pas d'où on vient. Donc voilà, arriver en tant que personne accueillante autour de cet être qui a tout à nous enseigner, avec humilité. Soyons dans cette humilité. Et déjà, créons un espace safe, c'est-à-dire un espace où l'énergie est bienveillante, déjà entre nous. Hein, et souvent, voilà, on enchaîne, on sait bien qu'il y a une idée de rendement, de temps, on est prisonnier par le temps, donc à partir du moment où on commence à être dans la machine, on est, il faut que ça avance, alors que la naissance, s'il y a bien un endroit où normalement on devrait pas avoir le contrôle, c'est bien celui-ci. Alors que là, de plus en plus, on déclenche, de plus en plus, on veut gérer et contrôler ce temps, à savoir même quand est-ce qu'un être va décider, va naître. Alors que je pense que fondamentalement, pour la construction individuelle, faire le choix de naître, de naissance, c'est quand même déjà un premier choix qui nous permet d'arriver avec une certaine énergie, une certaine vitalité. Et voilà, les étoiles s'alignent. Voilà. Et de quel droit quelqu'un d'autre pourrait en décider. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans ces espaces hospitaliers, médicalisés, beaucoup de, comme tu disais, hein, je reprends les mots, le contrôle, la productivité, je rajouterais la performance pour aller vite, anticiper les choses, parfois même qui ne sont pas encore là ou qui ne seront peut-être pas là, hein, médicalement parlant, et effectivement surmédicalisé à outrance. On en avait parlé dans notre précédentes interviews, hein, mais effectivement, tu l'as rappelé, les déclenchements peut-être abusifs, et puis tous les produits qu'on va rajouter qui peuvent un peu... Est-ce que tu dirais ça, voilà, c'est priver la femme et le bébé d'une naissance sacrée? Est-ce que tu dirais que ça prive de quelque chose? En fait, je voudrais revenir aussi sur ces différentes notions. C'est-à-dire que je pense que le progrès a été extraordinaire, médicalement parlant, et que c'est vraiment incroyable, les avancées de la médecine. Et je ne remets pas ça en question, parce que je trouve que ça sert l'humanité. Oui. Et dans certains cas, quand il y a des urgences, il faut passer par là. Et c'est absolument indéniable. Merci. J'ai envie de dire vraiment merci à la médecine, merci à ceux qui la pratiquent. Mais après, c'est tout le rapport abusif. Mais encore une fois, sur l'échelle des valeurs, selon qui, quoi, qu'est-ce qu'ils pratiquent, pour certains, c'est juste la norme, en fait. C'est de la sécurité. Donc, on va
on va anticiper et on va peut-être même provoquer des pathologies qui vont être gérables plutôt que de laisser faire la physiologie, parce que la physiologie est incertaine. La physiologie demande une grande écoute, demande encore une fois de l'humilité, c'est-à-dire de se mettre en recul. C'est la femme, se mettre à l'écoute de la femme. Se mettre à l'écoute du bébé, se mettre dans l'observation et non dans l'agissement, dans l'action et dans l'anticipation. Même si ça demande des qualités de grande observation, parce que c'est important d'être dans cette écoute sensible et juste, parce qu'il y a des moments donnés, il va falloir prendre des décisions médicales. Probablement, parfois, c'est nécessaire, mais parfois, juste, on ne laisse pas le temps. Et que cette pression, cette tension crée finalement la pathologie, parce que la femme va plus être dans ses hormones, dans ce qui va faire qu'elle va être dans un accueil, dans un lâcher-prise et dans son total pouvoir avec bébé. C'est une danse. Donc, comment cette danse, elle prend, c'est un dialogue entre la mère et l'enfant. Et il y a vraiment à la fois besoin de leur laisser l'espace. Les femmes, elles accouchaient dans certaines tribus ou encore coins du monde et de la terre. Les femmes accouchent seules, isolées dans l'obscurité. Et c'est peut-être comme ça... Michel Audin en parlait très 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 bien et merci d'ailleurs d'avoir pu faire cette interview avant son grand départ. C'est vraiment un homme qui nous a énormément inspirés. Il a été un messager extraordinaire, donc merci de lui avoir encore donné un espace de parole et grâce à lui, on en est là. Qu'est-ce que tu retiens de ces enseignements d'ailleurs de Michel Audin en résumé? Déjà que oui, le bébé est un mammifère, donc comment on laisse faire et que le moins d'intervention il y a et que mieux ça va. Ça, c'est vraiment, on va dire, un de ses enseignements majeurs. Je retiens aussi une image de quand il allait enseigner dans des écoles de sages-femmes la physiologie. Il venait avec un tricot. Et il faisait du tricot. Et il disait, la posture de la sage-femme, c'est ça. Vous vous mettez dans un coin et vous tricotez. Et c'est vraiment... C'est pas l'image qu'on aurait pu... Non, évidemment, mais en tout cas, c'est l'image d'un geste répétitif qui crée finalement un rythme. Et ce rythme, la femme va pouvoir l'intégrer sur un certain plan dans son néocortex. Il va y avoir... elle va pouvoir lâcher justement ce néocortex et rentrer dans son cerveau reptilien et aller dans ce rythme de la pulsation, de son battement du cœur, de sa respiration. Et le fait qu'il y ait une gardienne comme ça de l'espace, qui est là, calme, présente, à l'écoute, parce qu'elle n'est pas en train de regarder son téléphone, ses mails, de bouquiner, d'être sur une autre planète. Non, elle fait un geste répétitif qui lui demande absolument pas d'attention cérébrale, et pourtant, elle est totalement et pleinement là. Ça aide beaucoup pour, donc, je reprends tes mots, gardienne, calme, présence. C'est des qualités importantes pour une doula? Fondamentale. Oui, j'ai parlé d'humilité aussi, c'est fondamental. De bienveillance, de non-jugement, d'accueil. Oui. Une doula, j'aime bien dire que dans le langage des oiseaux, c'est doux et c'est là. Et il y a quelque chose où il n'y a pas la notion de transgénérationnel, parce que justement, on est débarrassé de
de cet aspect-là, mais c'est à la fois une mère, c'est à la fois une sœur, une confidente, une bonne amie, un pilier parfois. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre à la fois de l'horizontalité, c'est-à-dire vraiment de cet accueil, et à la fois de cette verticalité, de cet aspect-là qui sécure vraiment, est conscient. Et ça demande une belle hygiène de vie, d'être doula, mais comme toute personne qui est au service, ça demande d'être à la fois bien dans sa tête, bien dans son... ou en tout cas de bien savoir faire la part des choses aussi. C'est-à-dire quand on est en rendez-vous, quand on est en présence avec une famille, une maman, ou sur une naissance, et évidemment qu'il faut avoir eu suffisamment d'heures de sommeil, il faut avoir une belle énergie. Et c'est pour ça que le yoga aussi est fondamental dans ma pratique et dans mon hygiène de vie, parce que c'est pas seulement pour transmettre aussi aux femmes cette pratique qui est pas que s'installer sur son tapis et faire des postures, c'est vraiment aussi un style de vie plutôt, et comment j'appréhende les événements et le monde. Et pour moi-même, c'est un soutien quotidien pour me permettre aussi de me régénérer. Alors, je le rappelais, tu es doula depuis 14 ans. À combien d'accouchements as-tu assisté? Combien de femmes as-tu accompagnées? Et combien à domicile et combien en structure hospitalière? C'est une difficile question pour moi parce que je suis pas très forte en chiffres et donc je comptabilise pas depuis toutes ces années. Je pense que j'ai accompagné largement plus de 1000 familles. Après à des intensités différentes, évidemment. Combien de naissances j'ai soutenues, je saurais pas dire. Je dirais, entre 50 et 60, 70, pas énorme. Par rapport au nombre de familles, pas énormément de naissances. C'est-à-dire que tu as accompagné beaucoup de gens après la naissance, avant ou après. Ou après. Des accouchements à domicile, je dirais, peut-être une vingtaine. Et puis... peut-être une cinquantaine en milieu hospitalier. C'est plus difficile maintenant pour nous. Enfin, ça a toujours été difficile de rentrer dans les maternités et dans les hôpitaux, puisque le protocole en France veut qu'il n'y ait pas plus d'une personne avec la maman, donc priorité évidemment aux partenaires. Vous n'êtes pas reconnu à ce niveau-là, de sorte à ce que vous puissiez avoir une place? Non. Alors, il y a quelques maternités qui font des exceptions, qui reconnaissent que c'est un bénéfice, pas seulement pour la maman, mais c'est notre priorité, évidemment, la maman, mais c'est aussi un bénéfice pour toute l'équipe, pour le papa qui parfois a besoin juste de pouvoir sortir de la salle, aller faire pipi, prendre un café. Enfin, on sait bien que la naissance, ça peut être très long. C'est un soutien aussi moral. On a aussi... tout un rapport avec le partenaire qui fait qu'on est aussi là pour lui et lui permettre de trouver sa place. Il n'y a pas forcément vraiment de transmission de femme à femme, mais alors pour les hommes, c'est encore il y a du chemin à faire. Donc il y a aussi cet aspect-là à mettre en valeur dans notre présence aux familles. Souvent, il y a un amalgame. D'ailleurs, souvent, on peut dire oui, mais bon, la doula, elle vient un peu prendre la place du papa ou du partenaire, alors que vraiment, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit que chacun trouve sa place. Et il y a un grand besoin, on n'est pas de trop à être deux autour d'une maman, parce que souvent les sages-femmes ne sont pas disponibles. Il n'y a pas une sage-femme pour une femme dans les milieux hospitaliers. C'est ça le grand problème. D'où la péridurale et la facilité vers la péridurale qui vient remplacer finalement la sage-femme ou la doula. Faute d'accompagnement de qualité pour les femmes, on va au plus rapide, on anesthésie, donc péridurale, et puis on déclenche pour aller plus vite. C'est un peu ça, finalement, le côté rendement dans lequel on est rentré? Ça peut être un raccourci, oui. Est-ce que
Tu vois la différence entre ce genre d'accouchement rendement, hein, si je caricature, et l'accouchement un peu plus sacré qui a été respecté dans le rythme et la physiologie de la femme. Est-ce que tu constates vraiment pour la femme une différence et pour les bébés? Claro. Comme tu le disais au début de notre entretien, vraiment l'accouchement est politique. L'accouchement, quand est-ce que nos politiques considéreront que le futur de l'humanité, c'est ça, c'est là, ça commence là. Et pourquoi selon toi, c'est vraiment le commencement de cela, c'est la naissance? On sait bien que quand les choses commencent bien, généralement, elles se poursuivent mieux. Évidemment, il peut toujours y avoir des fautes de parcours, mais je dirais que quand on commence avec des bonnes bases, c'est déjà un bon capital santé physique, physiologique et psychique. Donc, comme de toute façon, à mon sens, la naissance, c'est un passage, entre guillemets, inégalable. C'est comme le passage de la mort, mais je pense qu'il y a peut-être plus entre guillemets, de douceur d'aller vers la lumière que d'arriver ici sur Terre. Donc si on peut, nous, en tant qu'accueillants, créer un espace de douceur et de bienveillance, déjà, cette transition, soigner cette transition, autant que faire se peut. Et quand on voyait un autre homme qui nous a énormément inspirés, c'est Frédéric Le Boyer. On voyait dans ce livre qu'il a écrit, Une naissance sans violence, où dans les années 60-70, on prenait les bébés une fois sortis par les pieds, on leur donnait 2 baffes pour qu'ils respirent. Et ça, c'était la naissance, on va dire, commune. Ouais. Oui, c'est d'une extrême violence, total, ouais. Mais parce que qui c'est qui nous a donné aussi cette conscience? Eh bien, c'est bien Dolto qui finalement a posé le terme que le bébé a une conscience. Le bébé sent. T'en es convaincu de ça? Parce vu qu'on n'a aucun souvenir, on est tous passés par là. Oui. Nous n'avons, sauf rare exception, il y a des gens qui disent avoir des souvenirs de leur naissance. Oui. Aucun souvenir de cela. On pourrait imaginer qu'on n'a pas de conscience à ce moment-là et que finalement, on n'est pas impacté par ce qu'on vit quand on est. Est-ce que tu dirais que c'est le contraire? Complètement. Je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que, comme disait Steiner, on est 100 fois plus sensible. Donc nos perceptions sensorielles sont multipliées fois 100. Donc c'est on dit ça parce qu'on n'a pas le langage et la capacité de nous exprimer de manière rationnelle, mais tout vient s'imprimer cellulairement. Donc là, on crée notre capital cellulaire au moment de notre gestation, bien sûr, mais aussi au moment de la naissance. Donc, si on prenait soin des mères pendant cette période de grossesse, si elles avaient vraiment une place sacrée, une place exceptionnelle dans la société, si elles étaient déifiées, ce serait complètement différent. Et si cette naissance était vraiment soutenue comme quelque chose de... un acte d'un grand respect, c'est quand même l'acte le plus fou que l'humanité puisse faire quand même, créer un autre être. Donc c'est une performance inégalable, même les plus grands athlètes, oui, alors on peut les encenser et les mettre sur le podium avec une médaille, mais toutes les femmes de l'humanité depuis la nuit des temps devraient aussi toutes avoir une médaille et être honorées, enfin avoir ce titre honorifique, et les hommes et les femmes se considéreraient différemment. Et que tout soit fait, que ce soit dans le milieu du travail, pour que ce temps-là soit soutenu et chéri, vraiment chéri, choyé.
C'est vrai qu'on a, la société a banalisé la naissance, ce travail de la grossesse, ce que ça représente pour un être humain, pour la femme. Et cet accouchement, c'est tellement banal de l'extérieur. Tellement. Donc voilà, juste que ces petites graines soient semées et c'est aussi comme ça que l'on œuvre, un petit peu comme dans l'ombre. Hein. C'est vrai qu'en soutenant les femmes dans cette période-là, et je pense qu'une femme qui reprend son pouvoir de naissance, dans la naissance, qui sent combien son corps est fait pour ça et combien il a des ressources inestimables dont elle ne soupçonnait pas avant, lui donne un sentiment d'estime d'elle-même magnifique et qui est fondamental aussi pour la suite, pour sa confiance dans sa capacité à devenir mère, parce qu'on devient mère. Et comment rester femme en devenant mère. Enfin, c'est vraiment des questions qui vont nous pétrir au fur et à mesure du temps, et comment la société soutient ça aussi. Parce que je dirais, aujourd'hui... le congé maternité, on sait combien il dure, 2 mois, et puis après, on repart au travail. C'est pas 6 mois, le congé maternité ? Ah non, le congé maternité en France ? Ouais. Non, c'est 3 mois, donc 1 mois ou 6 semaines avant, et puis 2 mois après, 8 semaines après. Ah oui, quelque chose comme ça. C'est rien du tout, oui. C'est rien du tout, oui. On voit des tout petits bébés qui ont 2-3 mois, qui arrivent en crèche. Au moment où l'allaitement commence un tout petit peu à se caler, parce que tout ça, ça demande aussi de l'apprentissage, de la patience, des ajustements, pour peu qu'on ait envie d'allaiter. Généralement... quand ça y est, enfin ça s'installe et qu'on peut trouver un petit ajustement, un rythme, généralement c'est le moment où la femme reprend le travail. Donc, on pourrait se dire que c'est le moment où ce petit bébé se retrouve tout seul. C'est brutal. C'est très très brutal. On se rend pas compte finalement, parce qu'on les a un peu choséifiés, ces bébés. Oui. Et si on se met un petit peu dans leur point de vue... ils débarquent sur Terre et puis quelques mois après, c'est rien. Quelques mois de vie sur une planète sans savoir ce qui se passe. Ils sont changés d'environnement avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Si on remet une âme là-dedans, ça paraît assez violent. Dans la tradition indienne, on dit que les 40 jours qui suivent après la naissance, bébé, il ne devrait pas être à une distance plus longue qu'un cordon. Et on voit bien, souvent les femmes le remarquent d'elles-mêmes, elles peuvent l'observer quand elles changent de pièce, juste peut-être le temps d'aller prendre une douche ou dans la cuisine se faire un petit... bébé dormait et dès qu'elle change de pièce, il commence à se réveiller, à s'agiter et la mère n'est plus dans l'aura, dans le champ magnétique du bébé et il s'agite, il se réveille. On parle de 9 mois dedans aussi et 9 mois sur le cœur. Donc qu'on puisse vraiment soigner toutes ces transitions pour que bébé puisse aussi inscrire cellulairement dans son corps, dans son être, que la vie est bonne et que toutes les premières fois sont à soigner parce que toutes les premières fois finalement vont aussi énormément teinter les suivantes. Ça va donner un petit peu la couleur du futur. Donc, comment on apporte de la conscience et du soin dans toutes ces premières fois, au moment où la mère aussi est dans une grande vulnérabilité, de fatigue, hormonalement, ça bouge, son corps, il a besoin, il est dans une période de... On appelle ça les relevailles, c'est pas pour rien aussi. C'est 40 jours, c'est un temps où le corps doit retrouver son équilibre. Et selon comment s'est passé l'accouchement, ça peut être plus ou moins important d'être très au repos. C'est un temps de retrait, un temps où le monde il continue à s'agiter, à aller vite. Et puis la femme, elle doit ralentir. Donc comment accepter et apprendre à ralentir quand le monde va si vite tout autour.
Et ça, c'est la société, c'est nous autres autour qui devons l'aider à soutenir cet espace protecteur et calme. Le calme, le temps. Prendre le temps, Oui. C'est condition importante. Sine qua non. Oui. Est-ce que tu as du coup eu dans ton parcours des moments peut-être plus difficiles dans ces accouchements ou ces accompagnements? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été confronté à des gros risques dans ton accompagnement à l'accouchement? Est-ce qu'accoucher à domicile, ça a été parfois risqué à certains points de vue médicalement parlant? Comment est-ce que toutes les femmes sont faites pour accoucher à domicile? Et est-ce que c'est à la portée de toutes de le faire aujourd'hui dans notre époque, dans notre société? Alors, moi, je revendique rien de il faut, ce serait mieux que, etc. Je pense que c'est vraiment à chacune de nous écouter, de nous respecter. Et puis, il faut voir aussi d'où on vient, quelles croyances nous ont été transmises, quelle résistance il peut y avoir, etc. Donc, je pense que l'endroit où la femme se sent le plus en sécurité, c'est le mieux. Et pour certaines, ça fait absolument aucun doute qu'à la maison, c'est plus sécure. C'est mon cas, par exemple. Mais en tant que doula, en aucun cas, il me semble déjà, on ne donne pas de conseils. Ça, on n'est pas coach et on ne donne pas de conseils. On est vraiment là pour soutenir un projet. Et quel qu'il soit, parfois, je soutiens des femmes dans une césarienne programmée. Évidemment que c'est loin de mon idéal, mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Et pour moi, le plus important, c'est comment elle va le vivre et comment je vais pouvoir soutenir cette femme pour qu'elle puisse être le plus en phase et le plus en paix aussi. Et sans forcément non plus... s'il y a l'espace d'avancer, de cheminer, par exemple, une femme qui ne voudrait pas allaiter, évidemment que tout se respecte, mais c'est aussi, on est là peut-être pour aller voir un petit peu, débroussailler, qu'est-ce que ça vient cacher, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et si la personne le souhaite, évidemment, on ne peut rien forcer. On sait bien qu'on peut changer personne, si ce n'est agir sur soi. Donc là, c'est pareil, voilà, et chacun son rythme de conscience, de prise de conscience. Et donc il y a évidemment des situations qui pour moi, dont j'ai été témoin, qui ont été plus ou moins faciles. Mais je ne suis pas une ayatollah de l'accouchement à domicile. Parfois, c'est de plus en plus compliqué d'ailleurs en France aujourd'hui d'accoucher à domicile. C'est presque. Il n'y a pas de sage-femme à domicile dans toutes les régions déjà. Donc ça c'est sûr. Il faut à Paris. Bon, on est à Paris, donc il y a quand même un plus grand nombre de sages-femmes qui font des AAD, mais elles sont pas non plus toutes disponibles parce qu'il y a quand même de la demande par rapport à l'offre. Dans le reste de la France, c'est quasiment impossible. Ou alors il faut le faire tout seul, mais c'est prendre un risque peut-être important. Est-ce que tu as déjà vu des femmes qui ont voulu accoucher toutes seules? Est-ce que oui. Est-ce que ça peut bien se passer? Est-ce que c'est risqué? Comment quel recul tu as là-dessus? Tout est risqué, hein. Accoucher à l'hôpital, c'est aussi risqué. En tout cas, donner naissance, c'est prendre un risque. Déjà, mettre au monde un enfant, c'est forcément
Oui, mais on se dit que si on n'est pas loin d'une maternité, d'un hôpital, Oui, en je cas de pense problème, que on peut vite aller... il faut border les choses. Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre des précautions. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de ne pas se mettre en danger, de ne pas mettre son bébé en danger. Ça, c'est la priorité. Donc, de s'inscrire dans une maternité quand même, de faire les examens obligatoires, avoir un peu une idée, un suivi médical. Et puis voilà, mais sinon, il y a des femmes extrêmement sûres d'elles et qui en prennent la totale responsabilité, mais alors à ce moment-là, elles l'assument totalement. Et elles l'assument seules, en tout cas, ou avec leur partenaire, mais elles n'entraînent personne avec elles. Oui. Et je voulais revenir sur l'aspect un peu sacré de ce passage, comme tu dis. Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qu'il y a avant, selon toi? Est-ce que tu as réfléchi un peu à tout ça? Je sais que ça, on rentre un peu sur les croyances personnelles, mais pour bien comprendre comment tu vois ce passage-là, comment tu le représentes, qu'est-ce qui, selon toi, comment on peut représenter l'avant d'un point de vue de l'incarnation? Est-ce que l'âme, si tant est que ceux qui nous écoutent y croient, s'incarne à la conception, pendant la grossesse? À quel moment on peut dire que l'être, que l'être qui est dans le corps de la femme est un être à part entière et qu'il est doté d'une âme, d'une conscience? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Alors, je suis quand même assez teintée de la tradition yogique. Et dans la tradition indienne, on dit que l'âme du bébé s'incarne autour du 120e jour après la conception. Donc, 4 mois après. 4 mois après. Donc c'est un moment que généralement on peut offrir aussi à la mère et à la famille, un moment de célébration. La fête des 120 jours comme une cérémonie où on va venir accueillir cette âme qui a fait son choix d'incarnation dans cette famille, dans cette lignée, dans cette histoire, dans cette cosmologie familiale. Et donc je me dis que jusque-là, jusqu'au 120e jour, il y a peut-être une âme, plusieurs âmes qui sont là en train de tourner autour de cette femme, de ce couple, de cette histoire. En tout cas, moi, c'est peut-être ce que je me raconte, peu importe si c'est vrai, mais ça donne un chemin, ça donne une vision. Et ça donne une notion aussi du voyage sacré où cette âme arrive dans ce vaisseau et fait le choix de ce premier berceau. Et je pense qu'on s'incarne vraiment dans une lignée parce qu'on a des choses à travailler. Et on sait très bien que c'est à travers cette famille, ces deux lignées que l'on va pouvoir cheminer, avancer, transcender, et continuer notre chemin d'âme, de guérison et d'accomplissement. Voilà, puis après ce grand passage de la naissance, pendant la grossesse, je pense qu'il y a un enseignement majeur qui s'opère pour l'enfant. Je reprends un petit peu Omraam Mikhaël Ivanov, qui est un grand philosophe, penseur et en même temps maître spirituel aussi. Qui a écrit autour de la galvanoplastie spirituelle, vraiment tout ce temps où de la construction de l'enfant dans l'utérus de sa mère. D'autres grands maîtres en ont parlé aussi, et c'est un moment où l'enseignant de cet être, c'est la mère, c'est aussi de quelle manière, dans quel état la mère va vivre cette grossesse, qu'est-ce qu'elle va transmettre à son enfant, et soutenir ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de soutenir la mère pendant la grossesse. C'est
dans quel climat intérieur, comment elle va gérer ses tempêtes et comment elle va réussir à amener de la conscience, de l'amour, du lien avec cet être, comment elle va se relier à lui. Et petit à petit, c'est ça qu'elle va lui enseigner. Donc, comme Ram, il dit qu'après la naissance, on bricole, on fait comme on peut. Je veux dire, évidemment, on apporte. Les 3 premières années sont fondatrices aussi. Mais disons que le gros chantier, c'est la gestation. Voilà, où on arrive avec un capital d'enseignement offert par notre lignée, par la mère. Donc la mère joue un rôle le plus important à ce moment-là. Majeur. Et il y a beaucoup d'enseignements yogi sur ces questions de la naissance que tu as pu découvrir, appliquer. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux nous partager moi, je suis assez tôt tombée dans la marmite du Kundalini Yoga. J'étais à ce moment-là adolescente. Je fais un petit laïus sur mon parcours, peut-être. Je ne t'ai pas demandé comment tu arrivais à être doula, parce que tu étais comédienne auparavant. Oui. Comment on passe de comédienne à doula? Est-ce que c'est le yoga? Est-ce que c'est les enseignements yogiques qui t'ont dirigé petit à petit? Alors, je pense que tout démarre très, très en amont. Hein. On démarre dans l'archaïsme aussi de ma propre conception, gestation, naissance, sur lequel j'ai énormément travaillé, évidemment, parce que je pense qu'une doula, une sage-femme, toute personne qui est au service de la naissance, il faut aussi qu'elle fasse un chemin de guérison, de nettoyage, de clarification sur son passé, sur son histoire. Ça a été nécessaire pour toi? Indispensable, oui. Et je n'ai pas terminé, c'est l'histoire d'une vie. Donc je vais pas donner de détails sur mon historique, mais moi, je suis née prématurément. Je suis née par césarienne. Je n'ai pas été allaitée. J'ai été isolée pendant 2 mois dans une couveuse. Enfin, voilà, on était dans les années 70. Vraiment, je pense, dans la pire période où tout commençait à se transformer. On quittait complètement la ruralité et la simplicité, au risque peut-être, parfois, je pense que moi, je ne serais pas née à cette époque-là, je serais née plus tôt, je pense que je ne serais pas née d'ailleurs. J'ai été conçue au Brésil, ma mère, elle est rentrée en France pour accoucher, et heureusement qu'elle est née, et que je suis née en France, parce que je pense qu'au Brésil, je n'aurais pas survécu. Donc voilà, je remets les choses dans son contexte, évidemment. Et je pense donc, c'est mon histoire de vécu de naissance, et c'est tout ce contexte assez compliqué, douloureux, froid, j'ai envie de dire. Il y a des naissances froides et il y a des naissances chaudes. Et moi, j'œuvre pour la naissance chaude. Voilà, je pense que si je devais résumer un petit peu mon travail, c'est ça. Et c'est remettre de la chaleur à tous les étages, sur tous les plans. Et donc, j'ai eu une grande vibration, attirance de devenir maman dès mon adolescence. À l'âge de 13 ans, c'était impérieux. Il fallait que je sois maman très tôt. J'étais fille unique. Il était hors de question que je n'ai pas de famille, que je ne fasse pas famille. Donc, j'ai eu un enfant très tôt. J'ai eu un enfant, une fille, à 17 ans. Après avoir suivi aux États-Unis des enseignements yogiques, où je suis partie justement auprès d'un maître indien, pour le pas le nommer Yogi Bhajan, avec qui j'ai suivi un enseignement sur la femme. Et là, j'ai beaucoup appris à l'âge de 17 ans sur la naissance, la physiologie, la parentalité. Et quand je suis rentrée
voilà, prête à accueillir un bébé. J'étais très très jeune, mais à ce moment-là, autour de cette période-là, adolescente, 15-16 ans, j'ai rencontré aussi une femme qui m'a énormément inspirée et avec qui je continue à cheminer, qui est Guru Jagat, qui était elle-même enceinte de sa dernière fille, quand moi j'étais enceinte de ma première fille. Donc on a eu évidemment une belle transmission aussi ensemble. Et j'ai souhaité accoucher naturellement, physiologiquement. J'étais soutenue. Enfin, j'étais sauvage, très sauvage à l'époque. Vraiment, je me sens sauvage, mais disons un peu plus domptée. Et donc, j'ai accouché dans une maternité qui était plutôt physio, qui était la maternité Le Boyer, près de Lyon. Et j'ai accouché comme je le souhaitais. Et puis ensuite, j'ai aussi été avec mon enfant dans une proximité très grande pendant 3 années. Je l'ai allaité. Et pour autant, j'ai fait une école de théâtre parallèlement. J'avais cette passion à la fois aussi de la maternité tout autant que de la scène. Donc, j'ai coûte que coûte mené mes passions en commun. Il y a un lien entre les deux domaines pour toi? Entre le La théâtre pardon? La folie, peut-être. L'authenticité? L'authenticité, je sais pas, mais en tout cas, ouais, la vie, l'émotion aussi, les émotions fortes. Et je pensais, en me reconvertissant doula, faire un métier totalement éloigné, différent de celui de comédienne. Et puis à un moment, je me suis dit, mais j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, mais c'est pareil, en fait. En tant qu'actrice, en tant que comédienne, on sert un texte, on sert un auteur, on fait équipe avec des acteurs et on mène à bien un projet et on se tire pas la couverture, sinon ça va pas. Et la doula, c'est pareil, en fait. Elle vient soutenir un projet. J'aime bien dire que l'acteur principal, c'est le bébé. Il fait son entrée au 3e, 4e acte. Mais on doit faire team et puis chacun trouve sa place. En fait, il n'y en a pas un qui... et on vient servir l'auteur, la mère, l'enfant, comme on servirait un metteur en scène ou un texte. Et il fallait que je fasse un métier de toute façon où au cœur de cette histoire pulse de nos cœurs ensemble et où on sente vraiment qu'on vit un moment exceptionnel. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de cette soirée de Nexus où j'ai senti qu'on battait aussi à l'unisson vraiment ce soir-là un moment très spécial. Il y avait une sorte d'accomplissement. C'est vrai. J'étais replongé dans cette soirée-là, l'espace d'un instant. Ouais. Y a une question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, et je me dis pour finir l'entretien, ça peut être enrichissant de savoir quels enseignements toi tu as tirés de toutes ces naissances, quels enseignements tu as tirés de tous ces bébés que tu as vus, de tous ces passages que tu as accompagnés. C'est quoi les enseignements les plus importants que tu en as tirés? Ce qui me vient quand tu me poses cette question tout de suite, c'est la délicatesse. Et ça me touche. Parce que, ouais, je pense que il nous invite vraiment à ce moment-là de suspension, où le temps est suspendu et le silence est... Et c'est une invitation à encore plus de délicatesse envers la vie, envers les uns qu'on pourrait avoir vis-à-vis des autres. Et prendre soin du vivant, prendre soin des transitions, des cycles, des passages,
Et on a peu de rites aujourd'hui de passage, et ça, c'en est un fondamental. Et c'est nécessaire pour l'humanité qu'on soutienne ce rite de passage avec engagement, avec conscience, avec beauté, avec panache, en délicatesse. Pourquoi ça te touche autant quand tu parles de la délicatesse? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que je suis effarée de la violence banalisée de la naissance. Ça me pétrit, ça me broie. Voilà. Et j'ai pas envie d'en rajouter. J'ai juste envie que tous on fasse ce chemin, parce qu'on œuvre tous, tous ceux qui travaillons autour de la périnatalité, a priori on travaille tous dans le même sens, pour soutenir la femme, pour soutenir la naissance, pour soutenir l'humanité, les bébés qui arrivent, mais dans quelle conscience on le fait, et est-ce qu'il serait possible... Bon, déjà aujourd'hui, on peut baisser les lumières, on peut mettre une petite musique. Normalement, il y a le consentement éclairé. Et un peu plus de délicatesse. Oui, on y travaille, mais je trouve qu'il y a... il y a de plus en plus de psychologie aussi quand même dans notre façon de... Mais voilà, je trouve que on doit encore plus faire d'efforts pour apporter du soin. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot avant de terminer l'entretien? Gratitude. Gratitude d'être sur ce chemin. Gratitude à toutes les familles qui me font confiance, qui nous font confiance. Et vraiment, je souhaite du fond du cœur que nos rapports entre sage-femme, doula, personnel médical, on puisse s'allier. C'est vraiment cette notion d'alliance qui me semble être primordiale pour pouvoir œuvrer dans le même sens. Déjà, nous nous sommes alliés entre les doulas récemment pour écrire un code éthique des doulas exerçant en France. Donc ça, c'est très important, ce qui vient de naître là. Ça a été le cheminement de plusieurs mois, une gestation, pour écrire un code éthique commun. Et ça, c'est une grande avancée, parce qu'avant, on était un peu toutes isolées dans nos chartes d'école. Voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est fédéré. Et voilà, si ça maintenant, ça peut s'étirer. On s'est un peu aligné aussi avec le code éthique européen. Si ça peut s'étirer aussi dans une réflexion avec les professionnels de santé, et que chacun puisse trouver sa place en paix, c'est-à-dire que personne ne va chercher à prendre la place de l'autre, et qu'il y a parfois vraiment une peur de sa perte de territoire un peu, et alors qu'on est complémentaires. Est-ce qu'il y a justement une plateforme sur laquelle les gens qui nous écoutent peuvent retrouver un annuaire de doula,
te retrouver toi? Alors, l'AFMAN, donc on peut aller sur le site de l'AFMAN, où là, maintenant, il y a un site qui est... Je te donnerai les... Ouais, on mettra le lien. AFMAN, c'est quoi? Association des... française, des doulas exerçant en France. Il faut que je te retrouve l'étymologie. On mettra le lien. On mettra le lien. Et on peut retrouver évidemment le code éthique, le logo, en tout cas notre lettre d'intention professionnelle de la périnatalité aussi. Et on peut donner aussi le lien de l'école Yoga Doula qui forme donc des Yoga Doulas. Où tu enseignes Où j'enseigne actuellement depuis déjà de nombreuses années. On est une team de plusieurs enseignantes. C'est une formation hybride qui se propose en plusieurs temps avec plusieurs saisons, la saison préconception-gestation, la saison naissance, puis la saison post-natale, avec entre chaque saison une résidence. Donc c'est une plateforme en ligne, c'est une formation hybride, avec un accès à la formation en ligne pendant 3 ans, et puis des résidences dans un lieu magnifique qui s'appelle l'Arche, la communauté de l'Arche à Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est en soi un lieu très inspirant aussi. Et puis mon site, ericaamrit.com. Erika Amrit. A-M-R-I-T.com. On mettra le lien aussi. Voilà. C'est déjà pas mal. Et j'invite tous ceux qui voudraient approfondir ce sujet de la naissance et puis retrouver ton travail et puis le travail des autres doulas à consulter ces liens et à faire vivre cette idée qui semble primordiale de respecter la naissance et d'y mettre un peu plus de sacré, malgré tout. Merci en tout cas infiniment, Erika, du temps que tu nous as accordé et de ton témoignage. Merci Marc de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer. Avec plaisir. Merci, au nom de toutes les doulas de France, en France. Vous êtes les bienvenus. Tu es la bienvenue à nouveau. Hein. Je pense que c'est un sujet qu'on continuera de faire vivre régulièrement puisque c'est, comme tu dis, le point de départ de toute la vie. S'il est bien entretenu, bien fait, c'est quand même mieux pour la suite. Des bonnes bases. C'est bien de travailler les bases et on voit à quel point la vie n'est pas beaucoup respectée ensuite dans nos sociétés, même la mort d'ailleurs, qui est un sujet qu'on abordera peut-être dans d'autres vidéos. On peut terminer par ça. Il y a les Tana doulas, sont des doulas qui accompagnent la mort. Voilà, autre prochain... ça éveille ma curiosité pour un prochaine interview. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Erika. Avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je rappelle Nexus, le sponsor de tous nos contenus vidéo, le seul magazine en kiosque disponible sans publicité et sans subvention. Vous pouvez retrouver dans tous les points presse et sur nexus.fr pour continuer de faire vivre une information libre et indépendante. Merci à tous, merci Erika. Merci Marc. À très bientôt. Merci Nexus.